Salam alaikum Azul, bonsoir. Le pire qui puisse vous envahir, malgré vous, est ce sentiment diffus et lancinant à la fois d'être mis dans la peau du coupable d'un crime que vous n'avez pas commis, mais qu'on vous impute, parce que le forcené qui l'a perpétré l'a fait en votre nom, au nom de cette religion que vous partagez avec lui et qu'il a transformée en idéologie meurtrière. Des individus shootés à la haine, qui se font recruter par des gourous dont on ne sait rien, ni à quelle feuille de route ils obéissent, croient avoir trouvé un exutoire à toutes leurs frustrations, à leurs fantasmes. Ils se ruent sur des victimes innocentes pour les larder de coups de couteau, les écraser sous les roues de leurs camions, les mitrailler ou se faire exploser au milieu d'eux en pensant mordicus, qu'au moment même où ils seront déchiquetés, les portes du paradis s'ouvriront pour eux et qu'ils y entreront sereins et magnifiés entre deux haies de vierges angéliques. Et ces forcenés qui n'ont rien de commun avec vous, bien sûr, si ce n'est votre religion de naissance, vous sont imputés, que vous le vouliez ou non, par cette société occidentale qui vous a ouvert ses portes, qui est devenue la vôtre, celle de vos enfants. Et c'est ainsi qu'à chaque attentat, vous vous sentez coupable, parce qu'on vous lorgne, parce qu'on vous toise, parce qu'on vous tâte, parce qu'on vous craint, parce qu'on regarde votre cabas, sans rien vous dire, mais en n'en pensant pas moins. Dans le meilleur des cas, même quand on admet que vous n'êtes en rien coupable de ce que vous n'avez pas commis, après tout, on vous enjoint de prendre position, de vous démarquer, de condamner ces actes barbares. On n'attend pas que vous le fassiez de vous-même, non. On s'étonne que vous ne l'ayez pas fait au quart de tour, que vous ne soyez pas déjà dans la rue 5 minutes après l'attentat, que vous ne vous soyez pas égosillé à dire votre indignation. On ne vous demande rien de moins, en fait, que de montrer patte blanche. Il ne vous reste plus qu'à vous faire oublier, à raser le mur de la vie, à habiller votre visage de ce sourire contrit, à demander pardon par toute votre attitude. Ça vous démolit de l'intérieur, ça vous déconstruit, ça vous ravage. Et sans vous rendre compte, parfois, vous vous mettez à vouloir lui ressembler à cet autre qui vous lorgne et vous examine à la loupe. Vous voulez lui ressembler furieusement, à vous identifier à lui, à le singer dans ses moindres postures. Il vous faut vous gommer, vous effacer, ne rien laisser subsister de votre boniolitude. Vous ne voulez plus être vous, celui-là qui ressemble au terroriste, au bognol. Non, vous voulez ressembler à celui qui vous toise. Vous voulez user de sa langue même lorsque vous vous adressez à vos propres enfants, à habiller votre prénom, voire même votre nom, de ces consonances qui lui donnent une chance de passer un tant soit peu inaperçu, croyez-vous. Où le Jem'i devient Jimmy, Fatima Fati, Fodil Fodel, Yasmine Jasmine. À cette phase-là de votre haine, pour vous-même, souvent inconsciente, vous affirmez que votre identité est problématique. Vous l'affirmez vous-même. Et qu'il vous faut la fondre dans celle de l'autre, la glisser sous le tapis avec les autres balayures. Parce que plutôt que de chercher à vivre en harmonie avec cette société qui est devenue la vôtre, sans pour autant avoir honte de votre propre être profond, fruit d'une longue chaîne mémorielle, vous avez abdiqué votre fierté d'être ce que vous êtes et ce que vous avez été, dans le plus profond de votre personnalité, dans les plis oubliés d'une identité qui rase désormais les murs. Vous avez mis un genou à terre pour supplier qu'on vous admette dans le cénacle du dominant ambiant, vivre en symbiose
avec son entourage, sans se croire obligé de pomper l'air aux autres ou de se renier, est pourtant possible, voire méritoire, ni ostentation outrancière dans les représentations identitaires exacerbées, ni éradication de sa propre appartenance. Juste vivre en homme de bonne volonté parmi les hommes de bonne volonté, ni accepter d'endosser les crimes des autres, ni se ranger dans une quelconque appartenance, si ce n'est celle des hommes de bonne volonté, sans rien renier néanmoins de cette identité que l'on a héritée en partage dans l'amour et la bienveillance. Aujourd'hui. Le Monde, Marseille. L'attentat a été revendiqué par l'État islamique, par Gilles Roff. Le Temps, enquête sur la tentative d'attentat à Paris, une personne déjà fichée, par Le Temps. Internaute.com, attentat à Las Vegas, Stephen Paddock, un tueur au profil inattendu, par la rédaction. La diaspora face à la facture du terrorisme, c'est le titre de notre émission d'aujourd'hui. Et pour en parler, j'ai ici avec moi, j'ai le plaisir d'avoir avec moi Nordin Aoussat, imam et conférencier. Merci Nordin Aoussat d'être avec nous. Nous allons bientôt être rejoints par Arzki Mamart, journaliste, militant pour la démocratie. Et depuis les États-Unis, Siham Aitesh, directrice d'une banque, et Adel Jabbar depuis le Canada, qui sera avec nous en Skype, citoyen canadien à la retraite. Nordin Aoussat, alors, donc, comme à chaque fois, alors, nous allons plutôt recevoir Adel Jabbar. Adel Jabbar, merci d'être avec nous. C'est moi qui vous remercie pour l'invitation. C'est toujours un plaisir d'être avec vous. Merci beaucoup. Alors, Adel Jabbar, donc, il est déjà arrivé que nous parlions ensemble avec vous comme invité de cet état d'esprit, de ce malaise ambiant qui pèse sur nos diasporas à l'étranger après chaque attentat. Et cette fois-ci, qu'en est-il encore une fois? Je vais probablement vous surprendre et m'inscrire en faux contre l'introduction du sujet que vous avez faite, parce que nous ne ressentons pas du tout la même chose. Je pense que ce coup de gueule est propre au milieu dans lequel vous vivez là-bas. Ici, au Canada, nous ne ressentons pas du tout la même chose. Je vais vous raconter une petite anecdote que j'ai vécue ce matin. Ce matin, j'étais à l'hôpital pour des prises de sang. J'arrive, il y avait 400 ou 500 personnes, des gens d'un certain âge, pratiquement des gens adultes. Nous sommes tous passés et puis j'ai eu deux remarques. Je me suis dit, on va nous prélever quelque chose que nous avons de commun, c'est le sang humain. Mon sang était rouge comme celui du Chinois, de l'Indonésien, du Péruvien ou du Québécois qui était à côté de moi. Deux, c'est des gens d'un certain âge, donc c'est une population assez vieille, donc assez apaisée. Pour revenir à ces problèmes d'indignation de la communauté, je pense que nous avons largement et très largement dépassé ce genre de réaction, parce que nous n'estimons pas être responsables en quoi que ce soit de ce qui peut être commis par quelqu'un qui s'est converti au crime. Si nous partageons la même religion, nous n'avons pas la même lecture, aussi bien des textes que de leur interprétation et de la pratique religieuse elle-même. L'imam Ali, karamallahu wajhahu, interrogé un jour sur le Coran et la religion, il avait dit le Coran c'est 2 lignes et beaucoup d'interprétations. Donc, dépendamment du niveau intellectuel que nous avons, chacun interprète comme il l'entend. Maintenant, pour nous sentir coupables d'un acte qui a été commis, moi je suis à 5000 km d'Edmonton, c'est un petit jeune de 30 ans que je n'ai jamais connu, que je ne connais pas, que je ne connaîtrai jamais, qui est d'origine somalienne, qui aurait commis ce crime ou cet attentat-là. Je ne vois pas pourquoi la communauté musulmane ou les musulmans canadiens se sentiront coupables
d'un délit ou d'un crime qu'ils n'ont pas commis. Donc nous avons pratiquement évacué ce genre de réaction ici, et s'il y a de la compassion, c'est une compassion qui va à la nation en elle-même, à toute la nation, aussi bien au Québec qu'au Restez Canada. avec nous, Adel Jabbar. Nous allons demander à Siham Aitesh, qui est aux États-Unis, si elle pense comme vous. Siham Aitesh, merci d'être avec nous. Bonjour, merci de m'avoir. C'est gentil. Alors, dites-moi, vous, après les attentats attribués à l'islamisme, à tort ou à raison, est-ce que vous vous sentez coupable? Est-ce que vous vous sentez désigné du doigt, toisé, évalué, regardé de travers? Non, non, pas du tout. Ici à Los Angeles, bon, aux États-Unis en général, nous sommes tous des patriotes, nous sommes tous des Américains. Donc, d'où on vient ou notre religion, ça n'a rien à voir. C'est vrai qu'ils ont très très peur du terrorisme, mais ils font la différence entre l'intégrisme de ISIS, de Daesh, et les autres musulmans. Donc, c'est les musulmans par contre que c'est eux qui se sentent un petit peu mal à l'aise, mais le reste de la population les traite tous pareil. Mais même les personnes qui, en apparence, sont musulmans, ça veut dire qu'ils portent le hijab ou qui portent la barbe ou qui ont, disons, le faciès qu'on voit de loin, qu'on distingue des autres. Même eux ne sont pas l'objet de comment dirais-je, de stigmatisation? Non, non, pas du tout, parce que les États-Unis, c'est un pays de tolérance, donc il y a toutes les religions sont acceptées et c'est dans la Constitution. Donc, personne, peut-être si on trouve quelqu'un avec un burqa, on se cache complètement dans un concert, oui, ils vont se sentir très mal. Mais comme ça, des gens juste un hijab ou bien avec une barbe, non. Restez avec nous, Siham Aitesh. Nourdine Aoussat, alors, en France, je crois que ce n'est pas le cas. Les gens se sentent stigmatisés, montrés du doigt, ils sont mal à l'aise, je crois. Oui, tout à fait. Et là, c'est la réalité. Hein. Donc, c'est la différence entre le monde anglo-saxon et la France, notamment. Hein. Je dirais qu'ici, on n'hésite pas même sur le plan politique, je ne parle pas que de la presse ou une certaine presse, mais même des hommes politiques ont tendance à faire cet amalgame et à chaque fois qu'il y a un attentat de ce genre, avant même qu'on sache la personne si elle a vraiment des motivations religieuses ou elle a des motivations idéologiques ou si elle est rattachée à Daesh ou non, on pointe du doigt l'islam, on pointe du doigt les musulmans d'une façon générale. Bien sûr, sous des appellations qui parfois, je dirais, elles sont cachées, mais parfois ils le disent de façon, je dirais, ouverte. On n'hésite plus maintenant à franchir la nuance sémantique qui est de taille entre le ist et le ik. On dit voilà, islamique et islamiste. Alors qu'on sait, pour je dirais, celui qui est un tout petit peu connaisseur de la langue française et de la chose, la question, il sait qu'il a une différence énorme entre les deux vocables et les deux termes. Vous-même, quand vous parlez d'islamiste, donc vous utilisez dans un sens bien défini. Donc je dirais malheureusement qu'en France, ce n'est pas le cas. Mais est-ce que nous parlons, en l'occurrence, des postures des politiciens qui en font un véritable fonds de commerce, qui l'exploitent à chaque fois qu'ils peuvent, ou est-ce que nous parlons de l'état d'esprit ambiant dans la société française? Je dirais, j'ai tendance plutôt à dire que plutôt la deuxième hypothèse. La deuxième, c'est un état d'esprit un peu généralisé. Aujourd'hui, si on prend, je dirais, le paysage politique de l'extrême droite à l'extrême gauche, on n'hésite pas à trouver les mêmes voix, les mêmes idées quant à cette question. Donc, de pointer du doigt l'islam ou la religion musulmane, la culture musulmane,
musulmanes, l'amalgame. Voilà, on fait l'amalgame de façon, je dirais, presque systématique. Mais est-ce que cette société, la société française en l'occurrence, est-ce qu'elle a été travaillée au corps, conditionnée pour réagir comme ça? Ou est-ce que par la force des choses, à force d'attentats, les gens, c'est le ras-le-bol, comme on dit, ils en ont marre, ils ne veulent pas que leur cadre de vie change, que leur façon de vivre change, ils se sentent envahis, ils se sentent menacés. Est-ce le premier cas ou le second? Attention, je dirais que c'est peut-être le premier, le deuxième et aussi un troisième. Déjà, il faudra clarifier les choses, que ce n'est pas la société, fort heureusement. Fort heureusement, je dirais, ce n'est pas la société française dans son ensemble, ni dans sa majorité. Je parle bien de la classe politique, de la classe médiatique. Pour proprement parler, et aussi les intellectuels d'une façon générale, il faut le dire. Je ne parle pas du milieu universitaire qui est beaucoup plus nuancé, je ne parle pas du milieu culturel, artistique qui est aussi nuancé, mais le médiatique, le politique, je dirais malheureusement, et l'intellectuel, surtout les vedettes, celles-là, elles sont plutôt bien imprégnées par cette idée de faire l'amalgame entre... Mais est-ce qu'à la longue, ils ne finissent pas par dénaturer un peu la société, la conditionner par rapport à là où ils veulent la mener? C'est là la crainte. On assiste dans la rue aujourd'hui à des gens qui se prennent à des femmes voilées. Absolument. Je vous dis une chose, la vérité, ça fait 30 ans que je suis en France, d'accord? Un peu plus de 30 ans même, je dirais. Je ne sais pas si c'est un pressentiment, je n'ai pas cette idée-là, mais je vois un peu le regard des gens beaucoup plus, je dirais, me fixant un peu plus qu'auparavant. Et pourtant, c'est moi-même, je n'ai changé de rien. Oui. Ma barbe est toujours celle que je porte aujourd'hui. Elle est même plus, je dirais, nuancée aujourd'hui avec le poivre gris maintenant que quand elle était toute noire et je dirais, et attirante. Mais il faut le dire que c'est notre crainte énormément. Je crains énormément que la société ne finisse par être travaillée et que ce pan ou bien ce milieu plutôt aujourd'hui restreint, les identitaires, etc., l'extrême droite et tout, qui sont déjà travaillés par ces idées depuis longtemps, que ça ne se propage. Et je vais vous citer un exemple très rapidement. C'est un livre que j'ai acheté, je vais vous le montrer tout récemment, sur l'islamisme, sur ce vocable islamisme. Vous serez étonnés et surtout les Algériens seront encore plus étonnés d'apprendre que l'islamisme, en fait, c'est le FLN. Ah ben oui, le FLN, c'est le MNA, c'est le CRUA, etc. Voilà, c'est le livre qui vient de sortir il y a une semaine, dans lequel, attendez, c'est pas celui-là, je vais le retrouver. Donc, c'est 60 ans de lutte contre... Je vais revenir à vous. Vous avez le temps de le préparer. Allez, il est là. Ah, on l'a trouvé. Il est là, voilà. Donc, le premier chapitre, c'est sur le CRUA. Frédéric Charpier, on va lui faire un peu de pub. Donc, non, ce n'est pas de la pub, mais au moins que les gens sachent un peu la propagande. 60 ans de lutte antiterroriste. Alors, 60 ans, 2017, on remonte à combien? Vous enlevez 60, on remonte à 57, on remonte à la guerre d'Algérie. Donc, pour certains, c'est un journaliste soi-disant spécialiste de la matière. Pour eux, il y a beaucoup d'experts qui fleurissent, qui prospèrent. Oui, mais sauf que ces experts-là, il serait temps qu'aujourd'hui, on les mette devant la réalité et devant le danger de ce discours qu'ils sont en train de propager, à remonter jusqu'au FLN pour dire que l'islamisme a commencé depuis déjà la guerre d'Algérie, la guerre de libération. Je reviens à vous dans un moment. Adel Jabbar, en ce moment, il y a comme une demande, un appel d'air des sociétés occidentales qui souhaitent, qui disent souhaiter que les communautés, les diasporas musulmanes ou les communautés musulmanes ou les musulmans de ces pays s'expriment, s'engagent, sortent dans la rue pour condamner le terrorisme de façon non équivoque, de façon claire et catégorique. Est-ce que vous seriez d'accord avec eux? Non, je ne suis pas d'accord du tout avec eux parce que, personne n'a la prétention de représenter ces communautés-là. Elles sont aussi diverses que différentes.
Deux, avant de faire prévaloir son ethnie, sa croyance, sa foi, il faut faire prévaloir d'abord sa citoyenneté. Nous sommes d'abord des citoyens. Et nous nous sentons blessés dans notre chair quand il y a un problème qui se pose dans ce pays. Nous le partageons. Vous vous sentez, Adel Jabbar, citoyen canadien à part entière, non pas citoyen de seconde zone? Non, il n'y a pas de première, de deuxième ou de troisième zone. Ici, nous sommes des citoyens à part entière, au même titre que les natifs, c'est-à-dire les gens qui sont originellement canadiens, des Indiens. Nous avons les mêmes droits. Ils ont un peu plus de droits que nous parce qu'ils ne payent pas de taxes, c'est tout. Mais sinon, vous parlez des Indiens, en l'occurrence. Oui, oui. Voilà. Ils ont un statut tout à fait particulier en étant les propriétaires originels de ce pays-là. Donc en matière de taxes, en matière d'aide, en matière de subventions sociales, etc., ils ont beaucoup plus que le reste des citoyens canadiens. Mais Adel Jabbar, oui. Ici aussi en France, théoriquement, et selon la Constitution, et selon les lois de ce pays, et selon la fameuse devise française, liberté, égalité, fraternité, tout le monde j'allais dire tous les hommes sont égaux en droit et en devoir. Or, mais dans les faits, c'est loin d'être le cas. Ben, c'est loin d'être le cas parce que c'est une option politique. Aujourd'hui, la haine est devenue un fonds de commerce, divisé pour régner. On a vu lors des dernières élections présidentielles aux États-Unis, c'était quoi le niveau du discours politique. Ça ne volait pas au-dessus de la ceinture, d'une part. On fustigeait des communautés hispaniques et musulmanes. Aujourd'hui, le discours est recentré quand on est en face de ces réalités présidentielles, de ces devoirs, de ces responsabilités qu'on a pour toute une nation. On recentre le discours. On n'a pas vu Donald Trump faire un discours ravageur, comme ça a été le cas quand il y a eu des actes terroristes ailleurs. Il y a eu 60 morts pratiquement et plus de 500 blessés à Las Vegas. Oui, mais la revendication de Daesh n'a pas été prise au sérieux. C'est peut-être aussi pour ça. Oui, mais aujourd'hui, Daesh est un fourre-tout. C'est-à-dire que si je devais me fier à ce type de description et surtout aux analystes et spécialistes, pseudo-spécialistes de l'islamisme qui sont profusion en France et qui passent sur les plateaux, j'incarcérerai toutes les idoles du rap ici, toutes les stars. Je vais mettre en prison tous les grands hockeyeurs, les stars de la boxe, du baseball, etc. Tout le monde a une pilosité qui ressemble à celle d'un grizzly. C'est la mode. Mais aujourd'hui, si quelqu'un a une barbe de 2 ou 3 jours, on lui trouve déjà des affiliations avec Daesh. Je ne sais pas, je ne comprends pas. Restez avec nous, Adel Jabbar. Siham Aitesh, est-ce que vous ne croyez pas qu'à la longue, ces attentats terroristes qui se revendiquent de l'islam ne vont pas finir par obtenir des effets ravageurs sur la perception des citoyens américains à l'endroit de l'islam et des musulmans? Ben non, je ne pense pas, parce que la société américaine est construite différemment que de la société française. On se sent américain, parce qu'on est traités tous pareil. On ne te regarde pas, on ne te demande pas ton origine quand on te voit. Vous n'allez pas me dire qu'aux États-Unis, il n'y a pas de discrimination raciale, religieuse, sociale, sociétale? C'est vraiment peu. C'est pas autant que la France, je peux vous dire. Déjà, c'est incomparable. Les États-Unis, c'est 300 millions d'habitants. Donc, il y a toujours un pourcentage. Ben oui. C'est comme si on compare l'Europe aux États-Unis. Là, on compare la France. Moi, oui, mais aux États-Unis, il y a certaines discriminations qui sont tout à fait décomplexés, qui ont le droit de s'exprimer sur la place publique, le Ku Klux Klan par exemple, et d'autres. C'est de la discrimination érigée quasiment en dogme et qui a le droit de s'exprimer sur la place publique, contrairement à la France où cela n'est pas permis. Eh bien, il y a la Constitution, you have a free speech. C'est-à-dire les gens ont le droit de s'exprimer. C'est ce qui fait la beauté de ce pays. Tout le monde peut parler. Après, s'il y a des actes
criminels, ils vont être persécutés, ils vont être en prison. Mais c'est tout le monde qui a le droit de s'exprimer. Y compris d'exprimer ouvertement sa haine de façon ciblée contre des communautés, contre des religions. Franchement, on n'en voit pas autant ici. Hein. On va pas dans une communauté musulmane et on les traite mal ou bien on les insulte. Vraiment, c'est rare de voir des choses pareilles. Restez avec nous, Siam. Restez avec nous. Nous venons d'être rejoints par Arzqi Mamart, journaliste et militant pour la démocratie. Merci d'être avec nous, Arzqi. Merci. Voilà, donc vous m'avez invité à assister à ce débat, donc c'est avec plaisir. Arzqi, vous vivez en France, donc nous parlions, avant que vous n'arriviez, de cet état d'esprit qui se met en place, et d'un côté au sein de la communauté musulmane, pratiquante ou non d'ailleurs, qui se sont un peu stigmatisés, regardés de travers, et de l'autre par la classe politique qui saute sur l'occasion, sur l'aubaine pour l'utiliser. C'est un très bon fonds de commerce qui fait vendre, qui fait élire. Et nous en parlions avec Nordin Aoussat, j'allais dire, de cette stigmatisation latente qui s'installe non plus seulement chez les intellectuels, les politiciens, les médias, mais même au sein de la société française. Est-ce que vous ressentez, vous, ce malaise pesant? Non, mais effectivement, personnellement, je ne pense pas qu'on ne doit pas réduire une certaine population, la population nord-africaine ou maghrébine qui vivent en France, on ne doit pas les réduire à une identité uniquement religieuse. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord quand on dit des musulmans de France à la communauté musulmane. On doit faire avancer d'abord notre citoyenneté. On est des citoyens. Les citoyens français, certains sont des citoyens français, d'autres c'est des citoyens par exemple algériens, marocains, des citoyens marocains, algériens, tunisiens ou je ne sais pas qui vivent en France. Après, la religion vient après. Donc maintenant, il y a une chose, c'est qu'il y a une certaine montée de l'islamisme en France, il faut le dire. Effectivement, il y a le terrorisme aussi. Donc à partir de là, donc, automatiquement, il y a une réaction. Nous, ce qu'on appelle la population immigrée qui vit en France, on est pris en sandwich. D'un côté, il y a la montée de l'islamisme. De l'autre côté, il y a la montée aussi de l'extrémisme, de l'extrême droite, d'une certaine vision un petit peu qui généralise tout le monde. C'est-à-dire à chaque fois qu'il y a quelque chose, qu'il y a un acte terroriste par exemple, je ne sais pas quoi, elle met tout le monde au même casserole, quelque chose comme ça. Donc ça, c'est vraiment, il y a une certaine montée, mais il faut savoir que c'est beaucoup plus l'œuvre de l'extrême droite oui, mais donc, que vous le vouliez ou non, on vous emballe dans une catégorie, même si vous ne la choisissez pas. C'est pour ça que j'ai dit musulman pratiquant ou non. Ça veut dire, vous avez beau dire, moi je suis citoyen français, c'est ça qui passe en premier, après musulman ou non, c'est mon affaire, ça ne regarde pas. Mais vous êtes emballé dans cette catégorie par les gens qui vous regardent travers dans le métro, dans le café. Pourquoi? Parce qu'un musulman enfin, quelqu'un qui se réclame de l'islam a commis un attentat terroriste. Je suis tout à fait d'accord avec vous. J'ai bien dit qu'on est pris en otage, bien pris en sandwich entre, il y a un côté, donc il y a la montée de l'islamisme en France, c'est pas uniquement en France, même en Europe, et la montée de l'extrême droite. Ça veut dire ces deux extrêmes qui se nourrissent. Voilà. Après, on ne peut pas dire que toute la société française était raciste, était stigmatisante. Non. Aussi, nous, quand on dit nous, ça veut dire les Maghrébins, on est aussi dans certaines associations, certains discours, et on est aussi dans la victimisation à outrancière. On est aussi dans la victimisation outrancière, donc c'est ce qui ne fait pas nos affaires. On doit savoir avancer notre citoyenneté, on doit savoir faire la différence entre un musulman, quelqu'un qui est pratiquant par exemple, et un islamiste. On doit savoir faire par exemple la différence entre l'islamisme en tant qu'idéologie, en tant que projet politique, et l'islam en tant que religion, pratique religieuse. Donc, mais il y a un discours qui mélange tout ça. Oui. Nordin Aoussat, qu'est-ce que vous en pensez? Ben écoutez, moi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on peut essayer de se définir uniquement en tant que citoyen,
et mettre sa citoyenneté devant. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas en France et ça n'a jamais été le cas. Au niveau du discours, oui, on parle de l'autonomie, on parle de, je dirais, de négation totale de communauté, voire même on leur a trouvé un nom aujourd'hui en parlant du communautarisme. Je veux bien. Moi, je ne demande que ça, d'ailleurs. Hein. Je ne demande que ça. Mais malheureusement, force est de constater qu'à chaque fois qu'une personne s'appelle Mohamed, ou il s'appelle Omar, ou il s'appelle je sais comment, donc il est renvoyé à cette religion, quand bien même il ne l'aurait jamais pratiquée. Voire même ce qu'on sait de lui de ces dernières années, de sa vie, c'est tout le contraire. Je vous épargne les noms de toutes ces personnes-là, l'attentat de Nice, celui qui vient d'être commis hier ou avant-hier à Marseille, etc. Il suffit que cette personne-là ait des origines pour qu'il soit renvoyé à cette origine-là. Ce n'est pas une origine, je dirais, ethnique, ce n'est pas une origine culturelle, mais c'est une origine cultuelle, bien qu'il n'observait pas ce culte-là. Donc c'est pour cette raison, on ne peut pas dire qu'aujourd'hui, en France, on fait cette distinction, on fait cette différence entre l'être humain, entre le citoyen, entre le français et ce qu'il y a derrière, sa culture, sa religion, Comment etc. expliquez-vous que dans un pays comme le Canada ou les États-Unis, il n'y ait pas cette origine culturelle problématique comme c'est le cas en Europe? L'Europe, elle n'a pas la même histoire avec l'islam que l'Amérique, il faut le dire. Hein. Il n'y a pas eu 12 croisades qui sont parties de Boston ou de Las Vegas ou de Montréal, oui, mais ce sont les descendants. etc. Bon, d'accord. Comme il n'y a pas eu non plus la guerre d'Algérie ou autre aux États-Unis ou au Canada. En France, il y a eu tout ça. C'est un vieux contentieux. La preuve, on l'a vu tout à l'heure. Ça vient de loin. Ça vient de loin. On vient d'en parler, les 60 ans de lutte contre l'islamisme, commencé par la lutte contre le FLN et la guerre d'Algérie. Donc, voilà. Et donc, il n'y a pas ça d'une part. Et n'oublions pas aussi une chose. Aujourd'hui, cet après-midi même, à l'Assemblée nationale, il y a eu le vote sur la loi contre le terrorisme. Hein, donc c'est cet après-midi. Et durant toute cette semaine et la semaine dernière, donc le début de semaine et la semaine dernière, on n'a parlé que de ça dans la presse, de cette loi qui envisage quoi? Qui met au centre de cette loi, parmi les dispositions à prendre, qui vont remplacer l'état d'urgence, les mosquées. On parle des mosquées, on parle du discours dans les mosquées, que si une Mais mosquée... est-ce qu'ils n'ont pas le droit de se protéger, de prendre des dispositions? Non, non, pas du tout. Si certains problèmes émanent de ces mosquées, ça n'a rien à voir avec la protection, c'est plutôt un glissement, c'est plutôt, je dirais, une dérive législative, politique ou autre, parce que, pour la simple raison... et sur ce sujet-là, je suis tout à fait serein et clair ici ou ailleurs. Depuis que les attentats en France ont commencé, je dis bien depuis, c'est-à-dire, allez, prenons la courte durée, 95 jusqu'à 2017, il y a en aucune fois une mosquée n'a été liée de près ou de loin à ces attentats-là. 4, 5, 6 ou je ne sais combien d'attentats. Aucun imam, je dis bien officiant dans une mosquée et qui n'a eu un lien avec un de ces attentats. Alors pourquoi donc, je dirais... Oui, mais eux montrent du doigt certains discours dont ils disent qu'ils pourraient être... Mais les mosquées n'ont rien à voir. Il n'y a pas de discours. La police, elle est là. Non, excusez-moi, monsieur. Et vous m'excuserez, je connais bien le sujet. Depuis que j'ai mis les pieds en France, je suis imam. D'accord? Donc, c'est depuis 30 ans, je suis imam. J'ai fait le sud, le centre, et presque tous les mois, je suis dans une mosquée quelque part ici en France. Et le discours, les études, les analyses ont été faites, que ce soit par des universitaires, que ce soit par les organismes d'État. Et vous savez bien qu'il y a tout un service de la police qui est dédié aux mosquées pour surveiller les discours qui sont tenus dans ces mosquées-là. Montrez-moi une seule fois
où une mosquée, on lui a sorti, voilà les discours qui s'y tient ici, dans cette mosquée-là, et c'est un discours qui est... Excusez-moi, il y a une montée de l'islamisme en France, on le conçoit, on le voit, on le voit chaque jour. C'est le FLN aussi. Non, mais ce n'est pas l'islamisme, c'est le FLN. Non, excusez-moi, non, il y a l'islamisme, c'est quoi? L'islamisme, c'est un discours c'est-à-dire qui demande l'application d'une certaine loi islamique en France, par exemple. Non, voilà. pas en France. C'est l'islam politique. C'est l'islam politique. Excusez-moi. On a un islam politique en France. C'est-à-dire les gens, c'est-à-dire les associations, enfin l'UF par exemple, c'est une organisation qui travaille dans ce sens. Quel sens? Dans le sens dans le sens de l'islamisation ou bien d'application d'un certain nombre de lois. Si on se réfère au discours, excusez-moi, on se réfère au discours de certains leaders associatifs dits musulmans, excusez-moi, monsieur, on le trouve par exemple ce discours chez Ammar al-Sfar, on trouve ce discours chez Quel discours? Excusez-moi. Non, quand on dit pour Mohamed Marwan, on est tenté de comprendre. Moi, je vous laisse exprimer ce que vous voulez, mais que ce soit clair. On est tenté de comprendre que ces groupes-là tentent d'islamiser la France. C'est-à-dire d'appliquer. C'est ce que vous êtes en train de dire. Voilà, c'est ce que je veux dire. C'est-à-dire, quand on prend par exemple l'UEF, les organisations musulmanes, enfin l'Union des organisations musulmanes de France, ou bien comment s'appelle le truc contre l'islamophobie, le CCIF. Voilà, pour moi, c'est des associations qui travaillent pour l'islamisation de la France. C'est pas uniquement l'islamisation, c'est dans le sens, c'est pas musulman, mais dans le sens, c'est d'appliquer une certaine politique, c'est-à-dire utiliser l'islam comme étant un moyen politique, comme étant du militantisme qu'ils font. C'est pas autre chose. Ils font beaucoup plus de militantisme. Et dans leur discours, moi j'ai assisté à pas mal de discours dans ces associations. Excusez-moi, c'est des associations de frères musulmans. Pourtant voilà. Par exemple, je vais poser une question. Pourtant, cette communauté musulmane, si tant est que c'est une communauté, elle ne s'est même pas votée dans un sens ou dans un autre. J'ai l'impression que vous lui prêtez excusez-moi, moi je crois pouvoir qu'elle n'a pas. Non, je ne crois pas à la communauté musulmane parce que ce qu'on appelle les immigrés, les étrangers ou bien les Algériens, enfin, ce qu'on appelle la communauté musulmane, ça veut dire l'immigration nord-africaine qui vit en France, on y trouve des personnes athées, des personnes croyants qui ne sont pas pratiquants, on trouve les islamistes, les terroristes, enfin, il y a un petit groupuscule qui commettent des attentats, donc sur le plan culturel, il est très, très, très varié. On trouve par exemple ceux qui parlent le français, ceux qui parlent l'arabe, ceux qui parlent le berbère et ainsi de suite. C'est une société très, très variée. C'est multiculturel d'abord, même la pratique religieuse, même la façon le rapport qu'ils ont à la religion, il est différent. Je peux dire d'une communauté, d'un groupe à l'autre, pour ne pas dire d'une communauté à l'autre. Donc, c'est une communauté qui n'est pas homogène, mais malheureusement, un certain discours français, par exemple, qui émane d'un certain nombre d'hommes politiques ou bien de la presse, de je ne sais pas quoi, de certains intellectuels, elle prend cette communauté comme étant une communauté homogène. C'est ce que je leur reproche personnellement. Et c'est la faute d'un certain nombre d'intellectuels, de recherche, des médias français. Donc on peut pas dire. C'est pour ça que je ne peux pas parler de communauté. Comme vous le dites, certains votent à gauche, certains votent à droite. Probablement, il y a même ceux qui votent l'extrême droite à l'intérieur de ce qu'on appelle. Moi, j'avoue très franchement que je n'ai pas compris. Ce que vous dites quand vous dites que les islamistes de France veulent islamiser la France, ça me semble un peu gros. Mais bon, c'est votre avis. Je dis certaines associations, certains groupuscules qui se disent musulmans travaillent dans ce sens. Je ne dirais pas la communauté musulmane. Dit en Algérie, en Syrie, je ne sais pas où, en Libye, j'aurais peut-être compris, mais en France, islamiser la France. Il y a un mouvement. Même les extrêmes droites, les identitaires français, je n'ai pas entendu un tel. Excusez-moi, il y a des mouvements. Ouais. Des mouvements à l'intérieur de la société, ce qu'on appelle la communauté musulmane, entre parenthèses, qui travaillent pour l'islamisation, soit à l'intérieur des mosquées, soit dans des associations. Je vous ai donné 2 associations, l'Union des organisations islamiques de France, je vous ai donné le CCIF contre l'islamophobie, l'association contre l'islamophobie. Et nous allons demander l'avis de Adel Jabbar avant d'en arriver à la ghettoisation de ce qu'on appelle la communauté ou la diaspora. Vous pensez qu'il existe des groupes, comme nous le dit Al-Sqima Mart,
qui seraient tentés par l'islamisation de leur pays d'accueil? Dans le sens islamisation. Je crois que vous êtes en pleine ghettoisation en France. Oui. Je vois que le débat est exaspéré. Il y a des excès de partout. On ne ressent pas du tout la même chose ici. Vous aviez tout à l'heure posé la question à notre consoeur de Los Angeles sur les groupuscules d'extrême droite comme le KKK ou comme d'autres groupuscules xénophobes et racistes qui s'expriment. On a le même problème ici au Québec. Nous avons des petits groupuscules qui sont apparus ces derniers temps. Parmi eux, un qui semble assez bien organisé, qui a de l'aura. Il s'appellerait la Meute. Donc, ils ont une tête de loup. Et puis, ils s'expriment, mais de façon extrêmement pacifique. Ils font passer leurs idées pour défendre ce qu'ils appellent, eux, leur identité. Donc, c'est des identitaires. Quand le Premier ministre du Québec a été questionné, il a dit « Nous sommes en démocratie, chacun a le droit de s'exprimer librement. Mais gaffe, si vous franchissez la ligne rouge de la loi s'appliquera dans toute sa rigueur à qui que ce soit, qu'il soit identitaire ou pas, qu'il soit islamiste ou pas, qu'il soit athée ou pas. Je vous dis ici, ce qu'on prévaut et ce qu'on fait passer en avant, c'est d'abord la citoyenneté. Nous avons un comportement de citoyen. La croyance est une affaire qui relève de l'ordre strictement privé. Je ne vous surprendrai pas pour vous dire que la prière de l'Aïd que nous avons eue, moi j'habite dans un quartier où il y a la plus grande mosquée de Montréal, c'est au sud de Montréal, nous avons eu droit à une sécurité des plus rigoureuses de la part de la police de Montréal pour empêcher, pour prévenir éventuellement certains dérapages. Je terminerai peut-être par dire qu'en France, les dispositions qui ont été prises pour gérer ces situations-là sont inopérantes, elles sont inefficaces. On a privilégié le tout sécuritaire. Au Canada, l'approche est totalement différente. L'approche qu'on préconise, c'est de se rapprocher, de faire de la proximité avec les communautés, surtout les communautés qui sont supposées poser problème, parce que c'est un pays qui reçoit beaucoup de demandes, il y a beaucoup de réfugiés qui viennent, il y a beaucoup d'immigrants qui viennent. Je parle du cas somalien qu'on a vécu dernièrement en Alberta. On ne va pas fustiger une communauté. Mais Adel Jabbar, il n'y a pas longtemps, il n'y a pas longtemps, il y a eu une véritable tragédie au Canada, mais à rebours, à l'inverse, puisque des musulmans ont été attaqués dans une mosquée, que ça a fait grand bruit. Mais toute la société canadienne s'est soulevée et a dénoncé ce crime haineux. Je vais vous faire part d'une dernière information qui est tombée il y a 2 jours concernant ce crime haineux, terroriste pour ma part. C'est que l'accusé principal a été déchargé de l'accusation de terroriste. Donc c'est un loup solitaire qui a agi par haine, parce qu'il y a des discours haineux, ceux qui les véhiculent, ceux qui les alimentent, ceux qui les produisent, ce sont les hommes politiques qui essayent de se trouver une petite place au niveau de l'électorat. Sinon, dans la rue, ici, moi, ce matin, j'étais en clinique, il y avait plein de femmes en hijab. Adel Jabbar, si ça fait vendre, si ce genre de discours fait élire, c'est qu'il y a prédisposition sociale à écouter ce genre de discours. Non, pas du tout. Les gens, c'est des marginaux. Comme ces terroristes sont marginaux, ces gens de l'extrême droite sont tout à fait marginaux. Le discours ne prend pas. Les sociétés sont beaucoup plus humaines ici. Elles ont beaucoup plus de compassion, beaucoup plus d'intelligence et beaucoup plus d'humanisme qu'on ne l'espère. Le discours. Restez avec nous, Adel Jabbar. Je suis obligé de vous interrompre. Il ne reste plus beaucoup de temps. Siham Aytash, ce carnage qui a eu lieu, cette fusillade qui a fait une 60aine de morts, plus de 500 blessés, finalement, vous trouvez que c'est crédible, cette revendication de Daesh qui dit que le monsieur en question, le tireur, s'était converti à l'islam il n'y a pas très longtemps? Non, pas du tout. Ça m'étonne. Ça m'étonne. Ce monsieur, il est du Nevada. Donc, c'est des gens généralement qui sont très patriotes et il n'a aucune origine attachée à l'islam ou bien au monde arabe. Donc, je pense que Daesh veut juste une propagande. C'est pour ça qu'ils utilisent ça
pour juste se dire oui, on est toujours en vie. Mais je pense que le monsieur était demented, il était un peu fou. En tout cas, on ne sait pas encore le but. D'ailleurs, il y a toujours des investigations. Ils essaient de trouver sa copine pour avoir un petit peu de lumière, pour savoir pourquoi il a fait ça. Mais en ce moment, c'est juste aussi les groupes politiques qui essaient d'utiliser cette tragédie pour pousser leur agenda sur les armes, sur plein de choses. Mais sinon, l'état d'esprit, d'une manière générale, à l'endroit de l'islam américain, si je peux dire, hein, il paraît qu'il ne faut pas dire l'islam américain, l'islam français, c'est-à-dire les musulmans qui vivent aux États-Unis, est-ce qu'ils sont perçus comme une communauté comme une autre, tranquille, travailleuse, qui est composée d'un peu de tout, des uns et des autres, ou est-ce qu'elle est vraiment ghettoisée, placardée, étiquetée? Non, la plupart, déjà, quand on parle de communauté musulmane, d'abord on parle des citoyens américains musulmans. Donc ils sont déjà fondus dans la société. Ils ne sont pas dans un endroit précis. On est un peu partout. C'est un peu différent de la France. Franchement, j'ai été en France, je suis revenue, ça fait même pas 10 jours. Et quand j'ai rencontré des gens, des Français dans le milieu du travail, la première chose qu'on me demandait, c'est quoi mes origines. Et ça m'a agacée. Aux États-Unis, ce n'est pas le cas, on ne vous demande pas vos origines? Eh ben non, non, pas du tout. Nous sommes tous des Américains. Restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission. Siham, il reste très peu de temps, je vais vous laisser 1 minute chacun, parce qu'après nous allons écouter une chanson qui va vous choquer. C'est une chanson qui se veut du second degré. Hein. Celui qui la chante n'est pas un raciste. Il imite Le Pen. Il nous fait croire que Le Pen, s'il chantait, voilà ce qu'il dirait. C'est vraiment du second degré. Mais c'est un second degré très décomplexé et pour le moins très trouble. Mais sinon, donc, comme nous arrivons à la fin. Oui. Alors, il vient de sortir cette semaine. D'accord. Donc, les musulmans de France, la grande épreuve face au terrorisme. Donc, j'ai été interviewé par l'auteur. Vous en êtes un des auteurs? Non, j'ai été interviewé. Donc, je suis un de ceux qui ont été interviewés par Vincent Gesser. Justement, ça parle du terrorisme et la position des musulmans. Parce qu'en fait, pour certains, les musulmans, ils sont en quelque sorte indifférents, ils sont en quelque sorte passifs face à ce terrorisme, ils ne réagissent pas. Or, c'est tout le contraire. Les musulmans, je ne dirais pas tous, hein, mais une grande majorité parmi eux ne cessent de réagir et leur réaction, elle est bien même antérieure aux attentats du Bataclan, de Charlie, etc. Donc, ce livre-là, fait par 3 sociologues hein, donc, de renom. Donc, c'est une bonne réponse. Notre ami en face, je vous invite à lire ce livre. Ça vous permettra de nuancer un petit peu vos idées. Je connais bien Vincent Gesser. Nous allons montrer le livre, mais donc... Oui, je connais bien Vincent Gesser et tous les autres, comme par exemple Raphaël Liogier, comme François Burgage. Voilà, pour moi, c'est des sociologues qui sont des alliés de l'islamisme en France. Alliés? Bah oui. 3 universitaires du CNRS. 3 universitaires, excusez-moi, je 3 universitaires du CNRS. 3 universitaires du CNRS, François Burgat, Raphaël Liogier et Vincent Gesser. Excusez-moi, j'ai bien écouté. On discutera après parce que moi je les connais depuis 30 ans. Moi je suis un étudiant d'Aix-en-Provence. Je suis un ancien étudiant d'Aix-en-Provence. Je les connais tous depuis 30 ans. Vincent Gesser, je le connais depuis 30 ans. François Burgat, je le connais depuis 30 ans. Moi, je les connais à travers leurs écrits. Qu'est-ce que vous voulez dire, parce qu'ils défendent, par exemple, pas de vous de dire ça. On ne pas des islamistes, mais quand, par exemple, j'écoute le discours, par exemple, moi, dernièrement, j'ai été à l'Union des... Enfin, au salon de l'Union des... Comment ça s'appelle? Au Bourget. Au Bourget, voilà. Le mois d'avril passé, j'ai écouté bien le discours de, comment s'appelle, de Vincent Gesser. Excusez-moi, c'est pas, on dirait pas, c'est un tribun, c'est pas un sociologue qui est pas, c'est beaucoup plus un tribun qui veut séduire une certaine... Nous arrivons à la fin de l'émission, je suis obligé de vous interrompre, mais... nous pouvons y revenir un ordina Oussat avec Al-Khimamar. J'aimerais bien. Nous pourrons même inviter Vincent Gesser et les autres
pourra en discuter sur le avec fond. plaisir, Hein? avec plaisir. Donc nous allons écouter quelques extraits de cette chanson, où la chanson n'est pas très longue, de Radio Nova. Je rappelle que le chanteur n'est pas raciste, il le fait dans le second degré. C'est pour dénoncer le racisme, justement. Mais écoutez, et vous nous direz, il est avec Yassine Ben Attar, et vous nous direz si le second degré est vraiment acceptable pour tout le monde de la même manière. Ils viennent du bout du monde, mettant dans leur cabas toute la misère du monde et puis leur djellaba pour nous nuire. Traînant un parfum épicé, des kilos de thé, ils ne viennent pas en paix, tout ce qu'ils veulent c'est nous envahir. Moi qui n'ai connu toute ma vie que des visages pâles. J'aimerais qu'ils ramènent dans leur pays leur culture tribale. Refrain. Emmenez-les au bout de la terre, emmenez-les au pays du Maghreb. Il me semble que les Mohamed seraient moins pénibles au soleil. Dans les blocs, au pied de leur tour, ils vendent de la drogue à foison. Dans les chichas, ils fument des petits morceaux de charbon. Mohamed tape sa sœur qui est voilée, Rachid est en prison, Brahim joue au tiercé toutes ses allocations familiales. Mamadou a 36 frères et sœurs qui touchent le RSA, il veut être footballeur pour jouer au Barça ou au Real. Moi qui voulais l'Algérie française dans mes jeunes années. Je voudrais revoir la France aux Français avant de crever. Ouais, refrain. Emmenez-les au bout de la terre. Venez donc d'écouter Aznavour version Le Pen. Je rappelle que c'est une chanson dite au second degré, comme on dit, sauf que les gens se sont posé la question. Moi, quelqu'un me l'a montré, il m'a dit, regarde, la chanson comme elle est raciste. Il n'a même pas compris que c'est dire. Cette émission est maintenant terminée. Merci à Nordina Oussata, Siham Aïtash, Adel Jabbar, Arzqi Mamart. Merci à vous, chers amis. Bkhaw ala khair, b'slama.